aujourd'hui quelque chose de récréatif pour nous sortir un petit peu, nous évader de notre quotidien. On va faire un petit exercice en lien avec complexe et géométrie, utilisation des nombres complexes en géométrie, qui est un thème quand même intéressant, fécond, etc., et demandé dans les concours. On prend des personnes qui sont confinées à l'intérieur d'un cercle. On va supposer que ça c'est un cercle. Ils sont confinés à l'intérieur d'un disque même, d'accord. Donc ils sont là-dedans. Donc on a n personnes ici qui vont être représentées par des points du plan complexe. Et on ne sait pas s'ils ont un virus. Et on voudrait on voudrait les voir espacés de façon optimale. Et donc on veut rendre maximal le produit des ZI moins ZJ en module, d'accord, pour I strictement inférieur à J. On veut rendre ça maximal. Alors, voilà, alors, bah oui, on a ZI moins ZJ qui sera maximal. On le sait intuitivement, hein. On sait que ça va être quand les ZI seront tous sur le cercle unité et a priori sur un n-gone régulier. Voilà, d'accord. Donc si n est égal à 4, il faut qu'il se mette en carré. Si n est égal à 3, il faut qu'ils se mettent en triangle, pour ceux qui connaissent le bon, la brute et le truand et le triel final. Voilà, c'est exactement, c'est comme quoi c'est complètement intuitif et on n'a pas besoin de mathématiques pour deviner la solution. Mais avec les maths, on peut montrer ces choses-là. Et donc on va faire cet exercice qu'on peut appeler un exercice de confinement. Allons-y. On va prendre ce produit-là qui est égal, vous le savez, au module du déterminant de la matrice de Vandermonde. D'accord? Donc, ce qu'on appelle ici P est égal au déterminant de la matrice de Vandermonde. Qu'est-ce que c'est que la matrice de Vandermonde? C'est la matrice, on va l'écrire comme ceci, 1 Z1 carré jusqu'à Z1 puissance n, 1 Z2 carré n-1, pardon, jusqu'à Z2 puissance n-1, etc. Et là, Zn et Zn puissance Zn-1, voilà la matrice de Vandermonde. Et ça, donc P, on connaît le déterminant de Vandermonde. Tout le monde connaît ça à ce stade. Alors, maintenant, on a ce qu'on appelle l'inégalité d'Adamard. Qui dit que si ici on appelle ça ce vecteur V1, V2, donc ce sont des vecteurs de C puissance n, d'accord? Alors, l'inégalité d'Adamard dit que le déterminant de V est inférieur au produit des normes des VI de 1 à n, avec égalité si les VI sont 2 à 2 orthogonaux. Alors orthogonaux pour la forme hermitienne de
la forme canonique et hermitienne canonique de Cn. Voilà. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors on pourra montrer dans un autre poste l'inégalité d'Adamar. Hein, c'est pas, la preuve est vraiment très très simple. C'est finalement la décomposition QR, ou si vous préférez la méthode de Gram-Schmidt. Alors, l'inégalité d'Adamar, elle va impliquer ici que, d'abord, le déterminant de V, c'est-à-dire P, tel qu'on veut, est inférieur au produit des VI, ici, voilà, et c'est égal, inférieur, eux-mêmes, à... Alors, ici, on a 1, là, c'est de module inférieur à 1, tout ça, c'est de module inférieur à 1. Donc, quand on va prendre le module, ici, ça va être racine de n. Et pour i allant de 1 à n, donc c'est n puissance n sur 2. Voilà. Alors maintenant, quand c'est ce que l'égalité, le cas d'égalité, le cas d'égalité, il faut qu'on ait une égalité là ici et là ici. Donc, si on veut avoir une égalité de là à là, et là on est sûr qu'on aura notre optimisation. Alors ici, il faut que les VI soient chacun de norme racine de n, donc que les ZI soient de norme 1. Donc là, ça assure, et c'est le seul cas qui assure l'égalité ici, sinon ce serait strictement plus petit. Et ici, le cas d'égalité, c'est si c'est d'avoir tous les vecteurs orthogonaux. Alors maintenant, on interprète l'orthogonalité des colonnes, plus le fait que les ZI sont de même norme, donc finalement, les colonnes sont de même norme pour la norme hermitienne canonique de Cn, et on va avoir que V étoile V. Alors, comme les colonnes sont orthogonales, quand on va faire ce produit, on va avoir que des zéros à l'extérieur des diagonales, et sur la diagonale, on va avoir les normes des colonnes, et les normes des colonnes, c'est 1 plus la norme ici au carré, ça fait 1, etc. Donc on va avoir n, et en gros, on va avoir n identités cause de ça. Maintenant, ça veut dire que V étoile et V sont presque à scalaire près. À scalaire près, elles sont inverses l'une de l'autre à cause de ça. Donc, comme deux inverses commutent, et comme les scalaires commutent, ça veut dire que V étoile va être égal à n identité également, parce que ça commute. Donc maintenant, à partir de là, ça veut dire qu'on peut interpréter ça comme une orthogonalisation des lignes, et ça veut dire que si je prends S, alors je vais prendre 0 inférieur à S, donc là les lignes je les regarde de 0 à n-1, d'accord? Donc 0 inférieur à S, je peux prendre strictement inférieur à T, inférieur à n-1, je vais avoir que la somme de ZI bar puissance S, ZI puissance T, pour I égale 1 à N, est égale à 0, puisque on a deux lignes différentes, indexées de 0 à N-1 en fonction des puissances qu'on a ici, et on a pris le produit scalaire hermitien de ça, et donc ça implique, avec le fait que ZI bar est égal à 1, d'accord, à cause de ça, ça va nous donner que la somme des ZI T-S de I égale 1 à N est égale à 0 avec T-S qui va être compris
T-S, il est strictement positif, mais il est inférieur à N-1. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces choses-là? On sait que ce sont les sommes de Newton. Donc, on a toutes les sommes de Newton. Donc, on les a dit. Alors, on va appeler P, K, la kème somme de Newton, somme de ZI puissance K, d'accord? Ils sont tous nuls, donc P1 est nul, P2 est nul, et Pn-1 est nul. Mais attention, pas Pn, d'accord? Donc, ça, d'après ce qu'on appelle les identités de Newton, alors ça aussi c'est pas mauvais de le rappeler, mais bon, vous pouvez trouver n'importe où les identités de Newton, et ça va vouloir dire que E1, alors, les EI, ça va être les fonctions symétriques élémentaires, on les a dit. Donc E1 égale 0, E2 égale 0, parce que les EI s'écrivent de façon triangulaire et homogène en fonction des pays. Donc ici, et linéairement, donc ici, non pas linéairement, stop. Ici, ça va, en tout cas triangulaire, et ici, ça va aller jusqu'à En-1, à cause de cette homogénéité, égale 0. Mais attention, En, lui, n'est pas forcément nul. Donc, ça veut dire que les ZI, maintenant, sont racines d'un polynôme, et ce polynôme, il est de la forme xn. Alors, le polynôme, il est donné par les fonctions symétriques élémentaires en les ZI. Donc, il y a des zéros partout, sauf pour En, qui correspond à la constante. Donc ici, on va avoir plus, moins 1, puissance n, produit des ZI. Voilà, donc c'est les racines de ce polynôme. Donc ici, ça va être un élément de norme 1. Et forcément, ça on le sait, les racines de ce polynôme se situent sur un polygone régulier à n côtés. Pour les besoins de l'exercice, on a utilisé l'inégalité d'Adamard. C'est pas une inégalité difficile à montrer, même le cas d'égalité, pas trop difficile. On suppose qu'on a une matrice A, qu'on peut supposer réelle ou complexe. Moi, je vais la supposer complexe, quitte à prendre une norme hermitienne. Et ici, ça, c'est les colonnes, c'est les AI. C'est les colonnes, c'est dans Mn de C. Donc, le déterminant de A est inférieur au produit des normes. Je peux toujours supposer que les AI forme une base, donc cette base-là, parce que si ça ne forme pas une base, le déterminant est nul et ce sera forcément inférieur. Et donc ici, je suppose que ça, c'est une base. Donc maintenant, j'ai le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt qui me permet d'avoir une base intermédiaire. Donc je sais pas comment on va appeler F. Alors on a d'abord la base des EI, c'est la base canonique. La base des FI, c'est la base d'orthogonalisation, d'orthonormalisation de Gram-Schmidt à partir de la base des AI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut écrire les AI en fonction des FI, par exemple A1, ça va être F1, comme les
FI forment une base orthonormée, donc entre autres normée, on sait projeter. C'est facile d'avoir les coefficients de la projection. Ici, on a F1, A1. Alors attention, comme on est sur C, ça c'est pas symétrique, hein, c'est hermitien, et il vaut mieux mettre toujours le A ici à droite, parce qu'il y a une barre ici, hein, par convention, hein, c'est une convention. Maintenant, A2, ça va être, sur F1, ça va être F2, F1, A2, F1, plus F2, A2, F2, parce que, par construction, c'est triangulaire, donc ça s'écrit en fonction de F1 et F2, et ça, c'est les coefficients, parce que les FI forment une base orthonormée. Tout ça, c'est par construction, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit, finalement? On voit que A est la matrice de passage de la base canonique vers la base des AI. On voit que la matrice de passage que je vais appeler O, vous devinerez pourquoi, la matrice de passage de EI vers FI, je vais l'appeler O. Ben oui, O est orthogonal si on est sur R, unitaire si on est sur C, bon je vais l'appeler O du coup, et puis maintenant je vais appeler T, je vous laisse deviner pourquoi, la matrice de passage qui va aller de, alors qu'est-ce qui me manque? Alors j'ai EI, FI, donc de FI à AI. Voilà. Donc, cette matrice de passage, elle est triangulaire. Et, qu'est-ce qu'on voit? Donc, c'est la matrice donnée par les AI en colonne. Donc, elle est triangulaire, entre parenthèses, inférieure. Mais avec les coefficients diagonaux, DI égale FI AI. Voilà. Donc maintenant, la matrice de passage, bon, alors ça c'est une formule classique, la matrice de passage ici, de EI vers AI, ça va être d'abord de EI vers FI, puis de FI vers AI, voilà, on écrit comme ça. Et maintenant, quand on va prendre le déterminant de A en module est égal au module du déterminant de T, parce que le déterminant de O et de module, ou de U, si c'est unitaire, est toujours de module 1. Donc ça, c'est bien connu. Donc ça, c'est le produit des modules, des DI, parce qu'on connaît le déterminant d'une matrice triangulaire, ici, FI à I, pour I égale 1 à N, hein, c'est bien de le noter. Et maintenant, on rappelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui a lieu, que ce soit sur R ou sur C, hein, dans le cadre euclidien ou hermitien, c'est-à-dire que FI AI est inférieur à FI, norme de AI, et ça, c'est norme de AI. Voilà. Et quand est-ce qu'on a le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz? Quand AI est proportionnel à FI, d'accord? Donc, voilà, c'est à peu près terminé. On a donc que l'inégalité d'Adamard, ça va être inférieur au produit des normes de AI. Et avec l'égalité, si tous les FI sont égaux, sont proportionnels
sont oui, proportionnelles au AI, c'est-à-dire si AI est orthogonal. Si et seulement si AI est une base orthogonale. Voilà. C'est vite fait. Ça, c'est joli. Ça demande, entre parenthèses, ce qu'on appelle plus généralement la décomposition QR, même si, bon, ça, c'est le rôle de Q, et ça, ce serait le rôle de R, c'est ce qu'on appelle la décomposition QR. Donc, ça peut se placer aussi dans les problèmes de décomposition de matrice, ça, inégalité d'Adamard. Alors, pourquoi on est capable de passer O de ce côté-là et T de ce côté-là? Par la transposée, parce qu'on aurait pu prendre la transposée de la matrice au lieu de prendre la matrice elle-même. On introduit les fonctions symétriques des racines. Bon, là aussi, ça peut être vu comme des fonctions. Donc ici, on va l'appeler juste bon, on va l'appeler EK. EK, voilà. Donc on l'appelle EK. Et ici, c'est les fonctions symétriques, normalement vous connaissez, c'est la somme des Z1, ZI1, ZI2, ZIK, pour à chaque fois qu'on a une suite strictement croissante, IK, entre 1 et N. D'accord? Alors, vous pouvez voir un peu les cas extrêmes. Pour k égale 0, on peut avoir grand chose, ça va faire 1. Pour k égale 1, on va avoir la somme des ZI. Pour k égale n, on va avoir juste le produit des ZI. Et on sait que ces EK, c'est les éléments qui vont nous permettre de retrouver le polynôme dont étaient issus les ZI vus comme racines de ce polynôme. Voilà. Alors, c'est facile de voir que, alors d'abord, P0, c'est E0 aussi. Alors, P0, c'est égal à N, d'accord? Bon, donc là, c'est pas très intéressant. P1, c'est égal à S1. Ben oui, parce que ici, on va avoir P1, c'est la somme des racines. S1, ici, E1, pardon, excusez-moi. E1, c'est la somme des racines aussi. Maintenant, P2. P2, c'est pas difficile de voir que c'est E1 carré moins 2 E2. C'est les identités remarquables. On met la somme au carré et on enlève les doubles produits. Il va rester plus que les termes diagonaux au carré. Voilà. Et il y a d'autres formules comme ceci, mais globalement, qu'est-ce qui va se passer? Les PK vont s'écrire de façon triangulaire en fonction des EK, d'accord, et de façon homogène, c'est-à-dire que quand on va avoir une fonction ici de degré 1, là, vous avez au carré pour avoir une fonction de degré 2, forcément. Donc ça, c'est homogène et triangulaire. Alors, on peut préciser un petit peu tout ça. On regarde le cas où k égale n. Et en fait, on peut tout faire à partir du cas k égale n. Et là, ce qui est intéressant, c'est, ce qui est assez, je trouve ça assez élégant, c'est l'utilisation de la matrice compagnon. C'est-à-dire que on a un polynôme, d'accord, le polynôme c'est x moins z1 jusqu'à x moins zn, dont les racines sont les zi. On regarde la matrice compagnon de ce polynôme, et la matrice compagnon de ce polynôme, donc, je suppose que vous connaissez, vous mettez des 1 sur la sous-diagonale, des 0 là, des 0 là ici, et ici vous mettez les coefficients, l'opposé des coefficients du polynôme. Alors le polynôme il est unitaire, donc ici c'est
l'opposé des coefficients. Là, on a moins A0, moins A1, jusqu'à moins A n-1. Donc ça, c'est la matrice compagnon. Et on sait que le polynôme caractéristique de la matrice compagnon, c'est le polynôme lui-même, si on suppose que le polynôme caractéristique, il est unitaire. Alors, maintenant, on va avoir Cayley-Hamilton, le théorème de Cayley-Hamilton, qui nous dit que Cp puissance n, donc le polynôme, il s'écrit en fonction des locales, donc ici, Cp puissance n moins E1, Cp n-1, peut-être que ça vaut le coup de regarder ce que c'est que ce polynôme caractéristique, ce polynôme P, d'accord, c'est xn moins E1 xn moins 1 plus E2 xn moins 2, etc., etc. Vous avez compris? Donc j'applique le polynôme à Cp et je dis que ça fait 0, d'accord? Ici j'ai Cp puissance n moins ça plus E2 Cp puissance n moins 2, etc., etc. Et puis, on va arriver à la fin à plus moins 1 puissance n, e, n de identité, d'accord? Et ça va être égal à 0. Voilà. Et maintenant, à partir de là, je prends la trace. Et la trace, c'est la somme des valeurs propres d'une matrice. Les valeurs propres de Cpn, c'est les valeurs propres de Cp à la puissance n, ça c'est un classique. Et donc, c'est la trace, donc c'est la somme des valeurs propres, et la somme des valeurs propres, on retrouve les pk. Donc ici, quand je vais prendre la trace, je vais obtenir petit pn moins E1 pn moins 1 plus E2 pn moins 2 plus moins 1 puissance n en. Et là, c'est la trace, c'est n, c'est-à-dire P0, ici, égale 0. Voilà. Là, j'ai donc Pn par récurrence en fonction des EI. Maintenant, il faudrait que je les ai pour les plus petits, mais j'ai cette même formule. Pk moins E1, Pk moins 1, plus E2, Pk moins 2. Donc, je prends K, maintenant plus petit que n. Etc. Plus moins 1 puissance k ek fois P0 égale 0. Comment on passe de cette formule-là à celle-là? Juste en annulant un certain... Puisque k est plus petit que n, je vais regarder le cas particulier pour... Je vais reniveler, je vais mettre k égale n en mettant des zéros partout à partir de n-k plus 1, d'accord? Donc je vais mettre... non, à partir de k plus 1. C'est-à-dire que je vais garder que z1 jusqu'à zk, le reste je vais l'annuler et ça va me donner cette formule-là. Voilà. En particulier, il va y avoir, par triangularité, une équivalence entre le fait que, alors à condition bien sûr qu'on soit en caractéristique 0 à cause de ce P0, une équivalence entre le fait que les EI ici sont nuls et que les PI sont nuls. C'est assez facile de le voir. Voilà, c'est une petite application des identités de Newton à bien penser surtout dans les problèmes de relation entre coefficients et racines.